Vous écoutez Négatif en direct du Arras Film Festival, entretien avec Rachid Bouchareb, réalisateur de Nos Frangins. Bonjour Rachid Bouchareb. Oui, bonjour. Vous présentez votre dernier long métrage, Nos Frangins, en avant-première au Arras Film Festival. Le film prend racine dans un contexte de contestation politique et sociale en 1986. Malik Oussekine, un jeune Français de 22 ans, sort d'un club de jazz et se fait frapper à mort par des policiers qui répriment l'occupation de la Sorbonne. La police couvre la vérité et cette bavure devient l'affaire Oussekine. La même nuit, Abdel Benyaya meurt lui aussi des mains d'un policier à Pantin et la police cache également la vérité à la famille. Une première question, Rachid Bouchareb, vous co-signez le scénario avec Kauter Adimi. Quels choix ont guidé votre écriture pour faire de cette histoire vraie et complexe une fiction ? Alors quel choix ? Oui, alors le choix d'abord c'est effectivement de faire un premier travail de recherche. J'avais pas trop besoin moi de faire des recherches, mais quand même j'avais envie avec aussi Kauter peut-être beaucoup plus que moi parce qu'elle est née en 1986. Et c'était intéressant de travailler avec elle du fait qu'elle était née au moment où ces événements se sont passés. Et donc le travail des archives nous a amené à un moment à se plonger un peu plus loin en profondeur le plus possible. Pour Kauter, c'était un grand voyage. Pour moi, c'était un petit voyage parce que j'avais déjà vu toutes ces images. Alors bien sûr, on en oublie certaines, mais c'était bien pour moi de les revoir et de ressentir effectivement qu'à l'époque, ça a vraiment mobilisé des centaines et des centaines de milliers de personnes dans toute la France. Quand on a appris le décès de Malik Oussekine et cette violence policière qui s'est passée dans la nuit du 5 au 6 décembre. Et la deuxième affaire aussi, l'assassinat de Abdel par un policier ivre en banlieue, était complètement, mis dans l'ombre. Et c'est une histoire que vous connaissez déjà, ce deuxième meurtre ? Oui, ça ces deux affaires de l'époque, je les connaissais bien sûr, hein, parce que moi je vivais dans une ville qui était pas loin de où s'est passée la bavure au sujet de Abdel. J'ai pas fait de procès verbal vu que les ordres étaient d'attendre notre arrivée. Le père est là. Le père est là ? Oui, il est assis là-bas. Ses voisins l'ont prévenu, mais il est au courant de rien. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. Sa famille habite la Courneuve. Et pour transcrire cette histoire en fiction, vous avez un récit qui est polyphonique où on suit à la fois l'enquête de l'inspection générale avec un inspecteur incarné par Raphaël Personnaz et le point de vue des deux familles. Comment est-ce que vous avez travaillé ce scénario avec ces différents points de vue sur cette histoire ? C'est-à-dire qu'avec Kauter, il y a eu, après qu'on ait vu et revu toutes ces archives et que les personnages secondaires issus des archives prenaient leur place, que ce soit Mitterrand, Charles Pasqua, Jacques Chirac, Premier ministre, Pandro, secrétaire d'État à la sécurité, voilà, quand toute la partie casting, interprétation à l'intérieur des archives qui sont donc les dialogues écrits par ces seconds rôles et qui sont ce qui s'est passé à l'époque. Donc l'archive, ça ne peut pas tricher. De l'autre côté, une écriture en face de ça où il a fallu superposer l'histoire des deux familles et qui devait, elle, se passer beaucoup plus d'un point de vue humain, quelque chose de plus, je pourrais dire, plus fin, plus comment je pourrais dire ? J'étais très respectueux de la douleur de ces familles, mais en même temps, il y a l'enjeu de faire un film et une fiction, et de pouvoir trouver à partir du récit une connexion avec le public. C'est-à-dire que le public, il ne vient pas voir un documentaire. Donc tout ça a mis beaucoup de temps au niveau du travail avec Kauter pour trouver le bon équilibre
et le scénario final. Est-ce que vous avez justement pris des libertés vis-à-vis de la vérité documentaire, historique, sur la personne du Malik policier Oussekine, sur... Non, je dirais autour de Malik ou Abdel, on a essayé de rester le plus proche possible, même si c'est pas toujours possible, de pouvoir aller le plus loin possible dans la vie des gens, leur intimité, ce qu'ils ont vécu eux, que nous on n'a pas accès. Il y a beaucoup de choses qui sont personnelles, dont on n'a pas eu accès, qu'on n'a pas partagé avec Malik ou Abdel. Mais par contre, ce qui a été le plus difficile à essayer de trouver un bon équilibre, c'est qu'on n'avait pas accès aux archives de la police des polices et de savoir comment les enquêtes ont été menées. Donc là, il a fallu plonger un peu plus dans des suppositions en disant, si les deux affaires sont liées, si on décide qu'il y en a une qui doit rester dans l'ombre, dont on ne doit pas parler, on a bien chargé des gens pour faire ce travail. Donc vous souhaitiez que ces personnes réelles soient aussi incarnées par des personnages dans votre film? Je dirais, là on parle de la police des polices qui doit faire son enquête. Moi je suis certain que cette nuit-là on a fait appel à la police des polices pour voir un peu, rentrer dans ces deux affaires, même si derrière il y a une mise en place de la hiérarchie pour essayer de sauver les meubles et de diffuser des informations fausses. Donc mais comme à un moment on ne peut pas avoir accès aux enquêtes qui ont été menées, on est bien obligé de prendre une ligne. Votre film mobilise beaucoup d'images d'archives dans son montage même, qui sont donc, comme vous le rappeliez, issues de la télévision de l'époque. Mais vous avez aussi tourné des plans qui ressemblent à des archives, mais qui sont donc issus de votre tournage. En effet, visuellement, votre film mobilise deux types d'images. L'une issue d'une caméra Ultra HD moderne, utilisée dans des tournages classiques de fiction, et l'autre d'une caméra d'époque, avec votre directeur de la photographie, Guillaume Desfontaines. Vous avez récupéré sur eBay et Le Bon Coin des caméras tritube datant de 1980 et qui donnent une texture d'image inédite pour un tel film de fiction. Qu'est-ce qui vous a tant séduit dans ce choix esthétique ? C'était ça, c'était de trouver un choix esthétique. Donc, et d'amener quelque chose un peu avec ces archives, parce que je ne voulais pas me contenter seulement de poser des archives et puis de poser la fiction côte à côte. Je voulais vraiment lier un lien, trouver une relation, pouvoir les prolonger par moments tout en restant dans la vérité, reconstituer des fois des archives qui étaient de trop mauvaise qualité, aller dans des lieux quand les télévisions de l'époque n'ont pas pu aller. Et je me suis dit que les caméras là, dont vous venez de parler, là, que nous avons achetées, ces deux caméras, nous ont permis de pouvoir faire des liens, faire des comment je pourrais dire, je me souviens plus des charnières entre l'archive et entre la fiction, et puis à l'intérieur de l'archive aussi, qui se continue, voilà. C'était un peu toutes ces choses, et puis tous les endroits, comme à l'intérieur de la Sorbonne à l'époque, où les télévisions n'avaient pas accès, où le iPhone n'existait pas, et que personne ne pouvait filmer. C'est une des premières séquences où vous utilisez cette technique de prise de vue, la descente de la police qui vire les étudiants Absolument, qui il y occupent la avait Sorbonne. Les archives de la police des CRS devant la Sorbonne et qui rentrent à l'intérieur. Ça, c'est de l'archive. Arrivé dedans, comme les télévisions n'ont pas accès et que nous, on n'a pas eu de matériel, alors c'est là où les caméras des années 80 prennent le relais. Est-ce que ces archives, elles ont pris plus de place au moment du montage que ce que vous aviez peut-être prévu au scénario absolument. Et au tournage ? Absolument, absolument, parce que le fait de participer et de avoir donné la possibilité à ces caméras, disons, de télévision qui faisaient les archives à l'époque, effectivement, ça pousse encore plus. Parce que c'est quand le scénario était fini que s'est posé la question des archives, de pouvoir comment les intégrer dans le film. C'est pas un documentaire.
et quel style a apporté au film. Donc effectivement, ça a élargi un peu. Malik? Non, c'est Mohamed. Il est où, Malik? J'ai appelé la police, j'ai appelé ses copains, personne n'a vu. Personne ne sait rien. La police? Ouais. Pourquoi t'as appelé la police? Qu'est-ce qui se passe? لا 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 ما تسمعش في la radio ou في la télévision mais على باليش il a Malik on est en train de le chercher là avec Sarah. بالك il est allé dormir عند صحابه. شوفي معاه. الو. ما ماتش، شكون اللي قالك مات؟ سمعتي واش قالك محمد؟ ماشي مات. Maman. Non. Maman. Si c'était vraiment Malik, كان جاو la police يخبروك، d'accord? C'est la procédure, c'est comme ça. خدمتهم. Donc لا تقعدي في الدار ما تخرجيش ومن بعد نعاود لك. وما تسمعيش الجيران. هيا خلاص. Est-ce qu'il y a d'autres choix importants que vous avez fait au montage, dans la structure de la narration, dans la longueur du scénario? Ouais, je pourrais dire oui. C'est-à-dire qu'au dernier moment, je voulais une... Mais c'était un peu tard. Mais quand même, j'ai réécrit le début du film, le premier tiers. Je voulais absolument que le spectateur ne comprenne pas grand-chose. Là, on montre un corps, puis il y en a un deuxième, mais qui est qui? Mais qu'est-ce qui se passe là? Et donc, cette écriture que j'ai décidé de faire à quelques semaines du tournage, hein, bon, je me suis dit, après, il y a le montage, je pourrais arriver peut-être à reconstituer cette confusion que je voulais. Mais effectivement, le montage, à un moment, pour cette première partie, il a joué un rôle, il a confirmé ce que je voulais. Je ne voulais pas faire raconter une histoire en disant voilà, il est arrivé ça à ce garçon, puis voilà ce qui se passe 3 heures après. Puis, dans une chronologie, je voulais que le spectateur soit dans une... Voilà, il lui faut une petite demi-heure avant de se dire ah, ils sont 2. Ah, il y en a un autre qui était là parce qu'on ne comprend pas. Voilà, j'en dirai pas plus parce que le film il marche aussi là-dessus. Donc vous n'avez pas forcément cherché à épurer, à simplifier, à densifier au moment du montage, comme des fois ça peut être le cas? Si, mais moi quand j'épure, c'est par rapport par exemple à laisser du matériel de côté et pas l'utiliser. C'est-à-dire, j'essaie le plus souvent possible de revenir à un plan, 2 plans dans une séquence. Si je peux en mettre qu'un, tout va bien. Si j'y arrive pas, c'est 2. Si j'y arrive pas, c'est 3. Donc, il y a beaucoup de prises de vue que j'essaie de ne pas utiliser dans une même séquence. On a parlé des archives, il y a aussi la question de la bande-son, de la musique, puisque Malik Oussekine, son histoire est très connue, elle a été beaucoup reprise dans de nombreuses chansons. De la musique populaire. On peut citer Rita Mitsuko, Mickey 3D ou encore Renaud qui avait traité directement de l'histoire dans ses chansons, notamment dans Petite, qu'on entend dans le film. Comment avez-vous fait le tri entre ces très nombreuses œuvres musicales qui parlent de Malik Oussekine et comment les avez-vous intégrées à votre récit? Non, il n'y a qu'une chanson qui parle de Malik Oussekine, les autres, je ne les ai pas écoutées. Pour moi, elles sont... Pour moi, la première chanson, c'est celle de Renaud, qui arrive très vite après. Je crois qu'il a dû enregistrer l'album peut-être en 87, c'est sorti en 4 très vite. Ça m'intéressait, le côté immédiat. Les choses qui se réalisent 20 ans après, c'est intéressant. Je ne sais pas combien d'années c'est après. Mais moi, je m'intéressais à ce qui avait été fait dans l'urgence, dans l'immédiat, comme ce qu'a écrit Renaud. Rita Mitsuko, la chanson, elle ne traite pas de Malik Oussekine, ni d'Abdel. Donc c'était l'époque. La Mano Negra, c'est un groupe que j'aimais bien, qui est un petit peu plus tard que 86, mais qui était intéressant. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est fait. Et ils sont de l'époque. Donc ça amène une bonne couleur, comme les archives, sauf que c'est des archives musicales pour moi. Est-ce que vous situez votre film comme un film politique? Est-ce que pour vous ça a un sens de le... Moi je fais que des films politiques et je pense que même si on ne s'en rend pas compte, dans tout film je dirais, dans toute...
dans tout, dans une chanson, dans un livre, dans une image, dans des sons, Ouais, ce que je veux dire, pour moi, j'ai toujours aimé le cinéma engagé dans un sens pour aller effectivement mettre en lumière telle ou telle injustice. J'ai beaucoup traité de l'injustice, mais sans oublier que le cinéma c'est un art et qu'il y a un spectateur qui a envie aussi de partager des émotions. Donc l'injustice que je révèle dans mes films, elle n'est pas au premier plan. On la ressent, on la partage, mais les émotions qu'on vit au quotidien, c'est parce qu'elles sont liées à... C'est une réaction, elles sont liées à une action là, à une déception, à une violence, voilà. Donc ça, je tiens absolument qu'à travers mes films, il y ait cette place importante de l'émotion et que le spectateur puisse prendre ce qu'il a envie, mais d'abord un voyage cinématographique. Ensuite, s'il a envie de dire que le film c'est un film politique, ça le regarde. Mais il n'est pas obligé de partager ça. Mais c'est ce qu'on fait tous les jours. Aujourd'hui, on nous parle de l'état de la planète. Alors, est-ce que mettre dans la poubelle bleue, jaune, verte, orange, parce qu'il va falloir y arriver à ça, de réorganiser le monde, on peut appeler ça une action politique, une action citoyenne, une action... voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? On va être amené de plus en plus à jouer ces rôles-là. Mais ça n'enlève pas autour de ça la façon dont on vit ces étapes émotionnellement, quoi. Eh bien, merci Rachid Bouchareb. Merci. Pour cette interview. À plus tard.